Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Cardio Online. Moi, je suis Francis Coutureau, je suis professeur de pneumologie au CHU de Brest et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Isabelle Mahé, médecin interniste sur l'hôpital de Colombes. On va parler de l'actualité dans la maladie chronique veineuse. Alors, il est évident qu'il y a une actualité dominée avec le contexte de pandémie. Beaucoup de débats, notamment sur les doses optimales de traitement anticoagulants en préventif chez ces patients Covid, qu'ils soient graves ou en état modéré. Tout de même, une information importante, c'est qu'il y a 3 gros essais américains dont le recrutement a été stoppé prématurément. Ces essais comparaient des doses thérapeutiques de traitement anticoagulant préventif versus des doses standards en raison d'un risque hémorragique accru qui finalement était délétère. Et donc, l'actualité en France, c'est un essai, celui conduit par Stéphane Zuilly à Nancy, l'essai Covidose qui compare une dose intermédiaire, en gros, on est à peu près aux alentours de 50-60% d'une dose curative versus une dose préventive. Et donc, voilà, beaucoup d'études en cours, mais on commence à progresser sur la thématique de l'anticoagulation. Alors, la deuxième actualité brûlante concerne la prise en charge de la maladie chronique veineuse dans le contexte de cancer. Alors, Isabelle, j'ai une première question. Est-ce qu'il est possible de rappeler en quelques mots quels étaient les grands principes de prise en charge de la maladie chronique veineuse dans le contexte de cancer? Bonjour à tous, merci beaucoup Francis. Alors effectivement, la maladie veineuse thromboembolique associée au cancer, c'est une question d'actualité et de plus en plus d'actualité qui concerne de plus en plus de praticiens au vu de l'épidémiologie et de l'augmentation du nombre de patients concernés par la thrombose associée au cancer. Ça s'explique très simplement par l'augmentation du nombre de cas de cancer, mais aussi par les progrès réalisés par les traitements anticancéreux qui permettent d'avoir une espérance de vie plus longue. Donc on vit plus longtemps avec sa thrombose et son cancer. Alors depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, le traitement de référence dans cette pathologie, donc thrombose et cancer, repose sur le traitement par héparine de bas poids moléculaire depuis la démonstration d'un effet favorable et significatif par rapport au traitement par antivitaminique A, à savoir une réduction significative du risque de récidive veineuse thromboembolique sans excès de risque hémorragique. Donc le traitement de référence, c'est le traitement par héparine de bas poids moléculaire prolongé, donc des injections par voie sous-cutanée pendant 6 mois. Avec l'avènement des AOD, de nouveaux essais. Les AOD ont été évalués successivement dans la fibrillation auriculaire, puis dans la maladie veineuse thromboembolique par rapport au traitement par AVK. Mais dans la maladie spécifique thrombose et cancer, le référentiel étant différent, comme je vous l'ai dit, c'est le traitement par héparine de bas poids moléculaire, des essais dédiés ont dû être conduits spécifiquement chez ces patients par rapport au traitement par héparine de bas poids moléculaire. Merci Isabelle. Alors du coup, effectivement, ça a mis un certain nombre d'années à se mettre en place l'évaluation des AOD spécifiquement sur la population des patients avec cancer et maladie chronique veineuse. Et donc, quels sont les très gros résultats, les résultats très forts là, de ces derniers mois? Alors, on a commencé par 2 études avec des anticoagulants oraux directs qui sont l'étude Occlusal Cancer avec l'édoxaban et l'étude SELECT-D, une étude pilote avec le rivaroxaban, qui nous ont donné des résultats dont on disposait déjà l'année dernière, extrêmement intéressants puisqu'on pouvait montrer que l'efficacité était assez comparable entre ces 2 types de traitements, donc AOD versus HBPM, mais on a constaté également dans le même temps un signal hémorragique avec un excès de complications hémorragiques dans le bras AOD, des complications à type d'hémorragie majeure,
essentiellement à type d'hémorragie digestive et essentiellement chez les patients avec un cancer digestif, ce qui posait question pour la mise en pratique de ces études et d'extrapolation, puisqu'on avait des signaux contraires, une efficacité plutôt favorable, mais un excès de risque hémorragique. Donc, dans ce contexte, l'étude avec l'apixaban, donc le troisième AOD qui a été développé dans cette indication, dans l'étude Caravaggio, était extrêmement attendue. Et ces résultats ont été communiqués à l'ACC 2020 et publiés dans le même temps dans le New England Journal of Medicine. L'essai Caravaggio, en quelques mots, essai prospectif randomisé en ouvert de phase 3 qui a comparé l'apixaban au régime auquel il est habituellement prescrit dans la maladie veineuse thromboembolique, c'est-à-dire 10 mg 2 fois par jour pendant 7 jours, puis 5 mg par jour, fois 2 par jour, pardon, par rapport au traitement par daltéparine au schéma Claude. Les résultats ont montré une non-infériorité, ce qui était l'objectif principal en termes d'efficacité. Et dans le même temps, il n'y a pas été observé d'excès, d'ailleurs pas de différence du tout, en termes de saignement majeur entre les deux schémas thérapeutiques. Étant donné ces résultats, quel est quelles sont les modifications, finalement, l'impact sur la prise en charge clinique et l'impact sur les nouvelles recommandations dans la prise en charge des thromboses en contexte de cancer? Les modifications ont consisté à considérer deux schémas thérapeutiques avec un grade 1A, à savoir le traitement par héparine de bas-moléculaire prolongé, ça c'était déjà le cas, mais aussi l'apixaban avec le même grade pour les patients ayant une thrombose associée au cancer. En alternative, et en l'absence de cancer digestif ou urologique, peuvent être considérés, donc le rivaroxaban et l'édoxaban qui n'est pas disponible en France, il faut le rappeler. Peut-être une dernière question, parce qu'on voit bien le changement profond sur la prise en charge. C'est un changement qui était attendu notamment par les cancérologues qui voient ces patients et dont on sait que les prises en charge sont très lourdes, très pénibles. Quels seraient les points d'attention tout de même pour sécuriser un petit peu cette prescription des anticoagulants orodirects chez le patient cancéreux? Disons qu'on a maintenant à notre disposition deux possibilités, donc un traitement sous-cutané et un traitement oral, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il est vrai qu'il y a une préoccupation des oncologues, et on comprend très très bien, qui est celle des interactions potentielles entre le traitement anticancéreux et l'anticoagulant oral direct. À ce jour, dans les essais thérapeutiques que j'ai abordés brièvement, il n'y a pas été rapporté de cas où un accident, qui soit thromboembolie veineux ou hémorragique, aurait été favorisé par une interaction médicamenteuse. Il y en a peut-être en termes pharmacologiques et en termes de concentration, mais pour l'instant, on n'a pas de preuves ou en tout cas d'arguments pour penser qu'il y a une répercussion clinique. Alors bien sûr, il faut surveiller ça de très près puisque les traitements anticancéreux évoluent beaucoup et puis il s'agit de patients fragiles qui ont beaucoup de comorbidités, mais pour l'instant, on en est là. Maintenant, il y a un autre point auquel il faut faire très très attention, c'est l'observance. Il est vrai que la voie orale chez ces patients est un atout, mais peut aussi, dans certaines situations, ne pas pouvoir être administrée chez ces patients, encore une fois, extrêmement fragiles. Donc, il faut pouvoir adapter la prescription individuellement à la situation du patient et même chez un même patient au cours du temps. Et puis, probablement qu'il faut vraiment encourager l'interaction entre les cancérologues et des référents sur la prise en charge de la maladie veineuse. Je pense qu'effectivement, c'est un point, il faut absolument favoriser ces interactions, ne pas hésiter à se contacter pour ces patients-là. Eh bien, merci beaucoup Isabelle pour ces informations extrêmement importantes. Au revoir. Au revoir.